Le 28 mars dernier, la ministre des Finances du Canada, Chrystia Freeland, a dévoilé le budget de son gouvernement pour l'année 2023-2024. Lorsqu'un budget est présenté, les partis de l'opposition se prononcent sur celui-ci. Pour en savoir davantage, je reçois Christina Michaud, députée d'Avignon-la-Métis-Matapédia. Bonjour Christina. Bonjour. Donc, on parle ici pour le budget fédéral. Pour nous qui écoutons ça à la télé, quand ils nous le présentent, on voit qu'ils investissent de l'argent dans différents domaines et tout. Mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Bien, ils nous remettent un beau document là, à chaque année. Des fois, il est plus épais, des fois moins. Ça dépend de ce que le gouvernement met dedans. Et je vous dirais qu'avec les années, c'est devenu peut-être encore plus un exercice électoraliste. Là. On va écrire des mesures qui ont déjà été annoncées, par exemple, comme si c'était des nouvelles, mais dans le fond, elles sont déjà annoncées. On va écrire des choses qu'on va faire dans le futur. Donc, l'argent n'est pas nécessairement là pour l'année 2023-2024. Donc, c'est particulier. On s'attendrait à voir, bon, qu'est-ce qui va arriver dans la prochaine année financièrement, et c'est pas nécessairement ça. Donc, c'est un drôle d'exercice. Évidemment, un parti d'opposition, c'est un peu une partie de son travail de critiquer le budget, mais c'est surtout de soulever les manquements. Nous, on s'attendait à avoir plus de financement pour la santé. Vous avez suivi la saga avec les provinces, le Québec qui demandait une hausse des transferts fédéraux en santé à la hauteur de 35 %. Et ce que le gouvernement leur a donné, ce que le gouvernement fédéral leur a donné quelques jours ou quelques semaines avant le budget, c'est 6 fois moins que ce qu'ils demandaient. Alors, on s'est dit, bon, peut-être que dans le budget, ils vont rectifier la chose puis mettre plus d'argent là-dedans. Et ça n'a pas été le cas. Donc, ça, c'était une déception. Aussi, on a remarqué qu'il n'y avait pas la fameuse réforme de l'assurance-emploi qui est demandée depuis tellement d'années et qui est promise par le gouvernement libéral depuis plusieurs années aussi. Depuis plus de 2015, là, ils en font la promesse que ça arrive bientôt. Et c'est toujours pas le cas. Donc, pour les gens de chez nous, travailleurs saisonniers, on s'attendait au moins à ça. Évidemment, on s'attendait aussi à une aide spécifique pour les personnes aînées. Le gouvernement a créé 2 classes d'aînés en quelque sorte en haussant la sécurité de la vieillesse seulement pour les 75 ans et plus. Et on n'a qu'à croiser des gens dans la région qui nous disent, bien, dites-moi c'est quoi la différence entre une personne de 68 ans et une personne de 76 ans? Le coût de la vie augmente pour les deux. Donc, on se serait attendu à une hausse pour les 65 ans et plus. Et c'était pas présent non plus dans le budget. Donc ça, c'est un petit peu décevant. Évidemment, il y a des mesures qui sont intéressantes. Comme je le disais, on va annoncer des consultations avec des organisations pour mettre en place certaines mesures. Super, mais on n'a pas vraiment le détail. Quand est-ce que ça va arriver? Qu'est-ce que ça veut dire? Combien d'argent va être investi là-dedans? Donc, ce sera à voir dans les prochaines semaines. Là, c'est notre travail un peu de décortiquer ça puis de demander des comptes au gouvernement, mais il y a évidemment plusieurs dossiers qui sont touchés. Oui, parce que c'est souvent ça qui est la complexité pour les personnes. Monsieur, madame, tout le monde qui écoute ça, il y a de l'argent qui est investi, mais on ne sait pas comment encore, on ne sait pas comment ça va être dépensé. Là, tu parlais peut-être les endroits qui ont peut-être moins été investis. Toi, tes champs de bataille, c'est l'environnement puis la réforme des armes à feu. Mm-hmm. À ce niveau-là, au niveau du budget, est-ce que tu es resté sur ton appétit? Bien, écoutez, le gouvernement se vante un peu d'avoir investi énormément d'argent pour la lutte au changement climatique. C'est très bien, évidemment, que je vais me réjouir de ça. Mais quand on lit entre les lignes ou on regarde les petits astérix, là, les notes de bas de page, on se rend compte qu'il y aura un appui à tous les secteurs. Et ça inclut les secteurs les plus polluants. Donc, moi, ça me fait tiquer de voir des pétrolières, des gazières qui font plus de 35 milliards de profits par année, qui vont quand même pouvoir mettre la main sur des fonds publics, donc les taxes et les impôts des gens, pour les aider à polluer moins. C'est comme ça qu'on nous le présente. Mais je pense que ces entreprises-là ont le devoir moral d'en faire plus pour la lutte au changement climatique et ils ont déjà les montants nécessaires. Ils n'ont pas besoin d'avoir l'aide du gouvernement en plus pour ça. Donc, par exemple, dans le budget de l'année précédente, on était à 8 points quelques milliards que les pétrolières avaient pu toucher. Et moi, ce 8 milliards-là, mettons que je vois beaucoup plus d'endroits où l'investir, où ça pourrait être bénéfique pour les gens qui ont du mal à faire face à l'inflation, par exemple. Alors c'est décevant de voir que c'est toujours caché et malgré le fait que le gouvernement a promis de cesser les subventions aux industries
les plus polluantes, là, le secteur gazier et pétrolier. Et là, on tourne ça un peu en subventions cachées ou camouflées qu'on appelle. Donc, on utilise d'autres stratagèmes pour pouvoir leur donner de l'argent des fonds publics. Donc, ça, c'est extrêmement décevant aussi. Autrement que de le donner directement. Fait que là, on joue un peu avec les mots, si on peut dire. Quand on dit indirectement, là, ça va fonctionner par crédit d'impôt, par exemple. Donc, évidemment, on ne leur donne pas un chèque comme ça, mais ils vont pouvoir éviter de payer de l'impôt au gouvernement. Donc, ça, évidemment que c'est un cadeau caché. D'ailleurs, justement, j'ai lu quelques articles sur certaines critiques qui ont été faites sur le budget et on dénonce encore le fait que Justin Trudeau, peut-être, dépense encore sans compter. Il est souvent très généreux, hein, M. Trudeau. Est-ce qu'on peut s'inquiéter pour la dette s'il y a encore beaucoup de dépenses comme ça, sans compter? Bien évidemment qu'on peut s'inquiéter et on s'inquiète aussi de ce qui n'est pas dit. Le gouvernement, avait dit il y a quelques années, en 2027 ou 2030, on va arriver à l'équilibre budgétaire. Et là, quelques mois plus tard, on se rend compte qu'on a un déficit qui est énorme. Mais quand on regarde le budget de l'année dernière, ça, c'est toujours l'exercice intéressant à faire, là, aller comparer, et on peut voir qu'il y a des crédits non utilisés ou périmés, qu'on appelle. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'argent qui avait été promis d'être investi, mais qu'on n'a pas touché, qu'on n'a pas réussi à dépenser. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a quelques 40 milliards de dollars qui n'auraient pas été dépensés de l'année dernière. Et là, cette année, on nous annonce qu'on a un déficit de quelques 40 milliards. Alors, si on fait le calcul rapide, on se rend compte qu'il n'y a peut-être pas tant de déficit que ça. Et ça donne une raison au gouvernement de dire, j'ai pas assez d'argent pour investir dans tel domaine, en santé, par exemple, l'assurance-emploi, les aînés. On peut pas mettre plus d'argent parce qu'on a un déficit. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'il n'y a peut-être pas un si gros déficit de ça. Alors ça, c'est inquiétant surtout. Qu'est-ce qu'il y en est si on regarde les analyses du directeur parlementaire du budget, des économistes qui regardent ça de très près, bien, on peut se poser la question, est-ce que le gouvernement nous cache des choses en quelque sorte ou se cache derrière ce déficit pour dire on ne peut pas investir davantage. Alors ça, c'est une autre chose qu'il faudra investiguer ou décortiquer du moins. Et on a une belle équipe économique au Bloc québécois qui est en train de faire ça justement pour voir qu'est-ce qu'il y en est réellement, puis qu'est-ce qu'on peut dire à la population aussi. Est-ce qu'on serait un peu comme dans un cercle vicieux? Ben, peut-être, hein? C'est particulier parce que moi, et tous les médias en parlaient, là, il y a un déficit cette année, on parle de quelques 40 milliards. Alors, c'est facile à comprendre, mais quand on voit qu'il y a des personnes qui en font une analyse un peu poussée, qui disent il n'y a peut-être pas un si grand déficit que ça, pourquoi est-ce que le gouvernement se cache derrière ça? Ça, c'est inquiétant et en même temps, ça donne à certains partis politiques des critiques faciles sur le gouvernement, par exemple, qui est trop dépensier, mais c'est peut-être pas nécessairement le cas. Alors, ça, c'est intéressant. Et là, tu me parlais de la comparaison entre ce budget-là et celui de le dernier budget qui a été déposé. Est-ce qu'il y a des grosses différences? Est-ce qu'on reste pareil dans la même lignée ou il y a quand même beaucoup de changements? On est encore un peu dans la même vision et je dirais que c'est une vision qui n'est pas très long terme. Le gouvernement voit les défis qui arrivent puis essaie de mettre l'argent pour ça. Par exemple, là, doubler le crédit de TPS pour les gens. Il y avait quelque chose comme ça dans la mise à jour économique ou l'autre budget de l'année dernière et le gouvernement a décidé d'appeler ça une aide pour l'épicerie. Bon, on peut aller jouer avec les mots. C'est très bien pour certaines personnes qui sont admissibles. Il faut être en dessous d'un certain salaire annuel pour y avoir droit. Mais à part ça, on voit que c'est des mesures ciblées ou uniques, si on veut. Donc, on reçoit un chèque une fois puis c'est terminé. On ne voit pas à long terme quels problèmes les gens auxquels ils pourraient faire face. Alors ça, c'est un peu dommage de se dire, peut-être qu'il faudrait penser un peu plus loin que l'année prochaine, justement, et que des gens qui ont de la misère aujourd'hui, ça se peut qu'il y ait de la misère aussi dans 2-3 ans. Donc, peut-être des mesures à long terme. Et c'est pour ça, quand on parle de réforme de l'assurance-emploi, le système ne va pas bien en ce moment. Il n'est pas adapté pour nos régions depuis plusieurs années. Et ça, c'est un espèce de filet social dans une crise économique. Alors, on voit une récession arriver. Certains disent qu'on est déjà dedans. Mais ce genre de réforme-là qui peut soutenir des gens qui vont perdre leur emploi dans 2 ans, par exemple, mais ça, c'est intéressant à mettre en place. C'est pas juste un chèque qui peut revenir d'une année à l'autre. Oui, c'est là que ça prend tout le sens de voir à long terme, parce que quand il y a une difficulté comme ça à régler, ça se règle pas comme ça du jour au lendemain. Là. Ben non. Donc, on a peut-être 1 an encore ou 2 à avoir plus de difficultés, mais si on veut que ça se règle dans les prochaines années, il faut le penser et le regarder maintenant. Exactement.
Donc, pour nous, comme les gens ici dans la Matapédia, parce que là, c'est le budget Canada, c'est grand, qu'est-ce qui est important de retenir, c'est qu'est-ce qui est important de comprendre? Mais c'est ça qui est difficile d'en faire l'exercice vraiment, là. Par exemple, j'ai vu dans le budget une mesure pour le droit à la réparation. Okay. De nos jours, on a un lave-vaisselle qui brise, puis c'est plus difficile de trouver la pièce à remplacer pour que le lave-vaisselle fonctionne puis qu'on puisse le réparer que d'en acheter un nouveau tout simplement, ou un micro-ondes, ou un toaster, peu importe, un grille-pain, devrais-je dire. Ça, c'est le droit à la réparation, le fait qu'on devrait avoir le droit de réparer nos électroménagers ou le matériel qu'on a sans devoir en acheter un nouveau. Ça a une incidence économique, mais aussi écologique. Donc, le gouvernement annonce ça dans le budget, par exemple. Alors ça pourrait toucher les gens de partout, de chez nous inclus. Mais on nous dit, bon, le gouvernement pense à peut-être consulter telle organisation pour mettre ça en place éventuellement. Alors là, on ne sait pas trop ce que ça veut dire et quand est-ce que ça va être mis en place. Aussi, on parle de chargeurs universels. On sait à quel point ça aussi, ça peut créer des déchets. Dès qu'une personne change de téléphone cellulaire, bon, c'est plus le même chargeur Apple, Samsung, ça change d'une marque à l'autre. Même le même appareil peut changer de fil. En tout cas, vous savez quel casse-tête c'est et combien de déchets ça crée. Alors, le gouvernement parle de ça dans son budget. Ça peut toucher les gens de chez nous, tant mieux, mais on ne sait pas exactement quand est-ce que ça va arriver, alors à suivre. Mais évidemment qu'il y a plusieurs petits éléments qui touchent les gens de chez nous, mais pour les gens d'ici, je me serais attendue à voir vraiment une réforme de l'assurance-emploi, une aide pour les aînés, la santé. Quand je vois des ruptures de services à notre hôpital, même chose à Matane, Sainte-Anne-des-Monts, on s'attend à ce genre d'investissement-là et malheureusement, ce n'était pas le cas. Oui, puis ça ne devrait pas arriver. Ces interruptions de services-là sont importantes. Puis, absolument. Christina Michaud, merci beaucoup parce que, comme tu dis, c'est pas toujours évident à vulgariser puis bien expliquer. Mais avant de terminer, je veux qu'on vienne parce que le 23 mars dernier, tu as comparu devant le comité des procédures à la Chambre des communes concernant le redécoupage électoral. Tu as eu la chance là, de parler pour, je pense que c'était la dernière fois que tu avais de vanter que la circonscription est importante, elle ne doit pas être abolie. As-tu eu l'impression qu'il y a eu une bonne écoute et qu'on était à l'écoute justement de ce besoin de garder notre circonscription? Il y a eu une bonne écoute. Je vous dirais que dans la loi, là, cette dernière étape du processus-là, là, elle est quasiment pour montrer aux gens que le processus passe à la Chambre des communes et après ça retourne au commissaire. Mais la Chambre des communes, les parlementaires n'ont pas vraiment de pogne, comme on dit. Là, n'ont pas vraiment de pouvoir. Non, de pouvoir pour faire changer la décision. Donc, c'est ça qui est dommage. Oui, c'était une dernière occasion pour moi de dire... La région est unanime, là. On doit garder la carte électorale telle qu'elle. C'est vraiment le message qu'on veut faire passer au commissaire. Mais l'exercice, c'est d'avoir 4 minutes pour plaider ça devant des parlementaires de chaque parti qui, eux, mettent ça dans un rapport, font des recommandations à la commission, mais ces recommandations ne sont pas... peuvent être rejetées, peuvent être prises en compte. Il n'y a pas de pouvoir nécessairement, comme on le disait. Donc ça, c'est envoyé à la commission et c'est toujours la commission qui a la décision finale. Donc, à quel point est-ce que ça va avoir eu un poids dans le processus? Ça, je ne le sais pas. J'espère que ça en aura un. Là, j'ai quand même travaillé fort pour amener les arguments de la région aussi. Oui, c'était moi qui avais une dernière chance de le faire, alors qu'auparavant, pendant l'audience publique, c'est tout le monde qui pouvait aller se faire entendre. Mais j'ai quand même parlé au nom des gens de chez nous. J'ai quand même fait en sorte que les municipalités qui sont d'accord avec moi, les MRC, les tables de préfecture, par exemple, écrivent une lettre ou prennent une résolution pendant leur conseil pour que j'apporte ça avec moi, puis je dise, bien, c'est pas juste moi que vous entendez, là, c'est plein d'autres personnes derrière. C'était fait la porte-parole de tous ces gens-là. Exactement. C'est un peu le travail d'être porte-parole, mais là, c'était comme encore plus concret parce que j'avais avec moi 55 documents là, de résolution de groupes citoyens, d'organisations, de MRC, de municipalités, de préfectures. Donc, c'est super intéressant d'avoir ça, de se dire, bien, c'est pas juste le combat d'une seule députée pour la perte de sa circonscription, mais c'est toute une région qui dit que ce serait une grande perte pour la région et la démocratie et le poids politique. Donc je suis bien fière d'avoir une dernière fois fait entendre mon point, mais la décision finale sera entendue en septembre prochain. Fait que là, toi, d'ici là, toi, c'est terminé, il n'y a pas d'autres actions que tu peux... Non, c'est ça, on attend. On attend. C'est de l'attente. Et est-ce que ça cause un petit stress, cette attente-là? Ben, pas
pas nécessairement de stress. Je pense que je serais stressée si j'avais pas fait tout ce qui était en mon pouvoir pour essayer de faire changer la décision. Là, je serais inquiète de la décision qui va être prise ou je regretterais peut-être de ne pas avoir pris l'occasion de le faire. Là, j'ai fait tout ce que je pouvais. Je me suis battue pour les gens de chez nous, pour les gens de ma région. Donc, advienne que pourra, comme on dit. On va attendre la décision, puis à ce moment-là, on ne pourra pas la changer, donc on fera avec. Mais une chose est certaine, j'ai fait tout ce que je pouvais. C'est bon. Bon, comme on dit, on va attendre d'arriver au pont avant de traverser la rivière. Mais Christina Michaud, merci d'être venue nous rencontrer en studio. C'est un plaisir de t'avoir en personne. Et puis, on va surtout avoir des bonnes nouvelles en septembre. Et puis, on va continuer de suivre le beau travail que tu fais pour notre territoire là, à la Chambre des communes. Absolument. Merci.